J'ai adoré le Golem. Le Golem, je ne me demandais pas le réalisateur. Le Golem, vous voyez ce film, Le Golem? Non, malheureusement. Magnifique. Comme j'ai adoré aussi dans les films avec les vampires, je crois que ça s'appelle Vampire. C'est pas Louis Feuillade? Non, le film de Karl Dreyer. Karl Dreyer, d'accord, ok, ouais. Le vampire. Je trouvais ça extraordinaire parce que le vampire, c'était un petit monsieur qui avait l'air de rien. En fait, un petit bonhomme, un petit postier, un petit bonhomme, hein, et que je trouvais ça magique. Puis, pendant des années, j'ai regardé tous les ans à la télévision sous le plus grand chapiteau du monde. Et que j'ai adoré. Et puis, Freaks, bien sûr. Ah, Freaks, oui, de Browning. Ouais. Bien sûr, ça fait partie de mes films que j'ai adorés. Après, il y a plein d'autres films, des grands films que j'ai adorés, Visconti, Pasolini, Fellini, enfin, c'est que des Italiens, là. Oui. Oui, peut-être c'était plus italien que français. Vous fréquentez aussi très jeune la Cinémathèque? Alors, je fréquentais effectivement la Cinémathèque de Paris, qui est la Cinémathèque en Langlois, qui était au Palais de Chaillot. Vous savez pourquoi? Parce que j'appartenais à un cours, avant de rentrer dans le cours de Tania Balachova, qui était un tout petit peu plus tard, j'étais au cours du Lin. Dulin était mort, hein, je sais pas si vieux que ça quand même. Dulin n'était plus là, mais ça s'appelait le cours Dulin. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un professeur différent chaque jour. Ce qui est assez enrichissant, ça, de ne pas avoir le même professeur tout le temps. Et j'ai dû rester 2-3 mois, et puis j'avais plus d'argent. Enfin, j'avais plus de quoi payer. Donc, parce que à l'époque même, ça devait être relativement cher. Mais j'avais commencé à travailler avec des camarades et tout, etc. Et comme je pouvais pas payer, je pouvais quand même y aller au cours. Le directeur, il s'appelait Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud, c'est déjà vieux, donc il est mort, c'est sûr. Monsieur Arnaud, il m'a dit, mais non, vous pouvez venir si vous voulez, en payant, je sais pas, 2 euros, c'était les francs à l'époque, mais vous ne pouvez pas passer. Vous ne serez qu'en auditeur. Si vous ne payez pas le mois en entier, vous ne serez que comme... Donc finalement, ça m'a emmerdé, et j'ai été à côté, parce que le cours, c'était à Chaillot. Donc j'étais à côté à la Cinémathèque et j'ai vu beaucoup de films à l'époque. C'était la valeur de 1 franc. 1 franc, donc même pas 1 euro. C'était 1 franc 50. Donc j'ai plus été à la Cinémathèque. Et mes parents ne le savaient pas. Parce que j'étais encore, là je devais avoir 15-16 ans. Je suis parti un peu après de chez ma famille, mais ils savaient pas que j'allais pas au cours du Lin, mais que j'allais à la Cinémathèque. Moi, je faisais rien de mal, hein. Et je me suis dit, finalement, je vais apprendre pas mal de choses en regardant tous les acteurs jouer dans ces films qu'on présentait à la Cinémathèque. Est-ce que c'est aussi un magnifique souvenir, votre premier film, alors que je ne me trompe pas, c'est What a Flash en 1972, j'ai vu que c'est tourné en 4-5 jours maximum, et que c'est un peu un film atypique, puisque je crois que le cinéma... C'était un peu expérimental, c'était un loft d'antan. C'était un des premiers lofts, puisqu'on était enfermés pendant 3 jours. Je crois que c'était 2 jours et 2 nuits. C'était 2 jours de nuit, il me semble. On était enfermés dans un studio, je crois que c'était vers Épinay, je ne sais plus très bien. On était enfermés. De toute façon, on ne savait plus où on était. On croyait que quand ça allait s'ouvrir, les portes du studio, c'était la fin du monde. Et comme les personnages de Polo, on allait aller dans l'univers comme ça, voler dans l'univers pour retrouver peut-être la Terre. Donc on était quand même assez... il y avait tout ce qu'il fallait dans ce studio pour boire, pour manger, pour fumer. Il y avait tout. C'était l'époque, hein. C'était dans les années 70, dans les années 70. Enfin, 72, ouais. What a Flash de Barjol, comme il s'appelle, Jean-Michel Barjol. Le réalisateur, il vient de partir, il vient de mourir. Le producteur, c'était le mari de Brigitte Bardot qui, il lui a fait un enfant, Jacques Charrier. Voilà. D'accord. Jacques Charrier qui produisait ce truc-là. Il fallait quand même des sous parce que, alors, par rapport à rien à voir avec le loft, parce que d'abord il y avait que des gens de musique, de littérature, de théâtre, enfin, beaucoup d'artistes. Il y avait que des artistes. C'était pas Loana et c'était vraiment. Et bon, on n'avait pas de micro sur nous, mais il y avait les perchman. Il y avait quelques perchman qui envoyaient les perches de temps en temps. Et puis c'était en
je sais pas si je me souviens pas, si c'était en 16 ou en 35, mais c'était en pellicule. C'est en pellicule. Et ça n'avait rien à voir. Alors et puis bon, il y avait des choses passionnantes. Et puis quand on était fatigué, on allait se coucher dans des recoins et tout, etc. Non, c'est une expérience magnifique. Et puis, fait ce premier film italien, qui était un film européen, puisque c'était européen, italien, français et espagnol. D'accord. Et les deux français, c'était Nadine Perlès et moi. C'était ma secrétaire dans le film. Et nous étions les seuls français, en fait. Alors on a tourné en Italie, on n'a pas tourné en France, non. J'ai pas de souvenir d'avoir tourné en France, mais on a tourné aussi à Madrid, en Espagne. Et donc, c'est un souvenir correct ou... Ah oui, c'est mon premier film. J'ai des anecdotes rigolotes parce que je devais. Alors moi j'avais déjà le sens un peu du futur et de la publicité parce que j'étais le méchant, hein. J'étais le méchant, donc à la fin du film, j'étais censé, on me poussait de l'hélicoptère, je tombais par terre ou dans la mer, je tombais dans la mer. Dans la mer. Et moi j'avais dit au réalisateur, ça serait peut-être bien il me pousse et tout, que les flics viennent me chercher, mais je sois toujours vivant, si jamais il y a un numéro 2. On ne sait jamais. Comme ça, je prévoyais qu'il n'y en a pas eu. Et alors là, les anecdotes, c'est comme à l'époque, il n'y avait pas de sécurité comme aujourd'hui. On n'avait pas de toki dans l'hélicoptère. Et la première fois où je vais tomber, j'ai pas vu la distance, je me suis pas aperçu, et je suis tombé sur la plage, parce que je suis pas tombé dans l'eau. Je suis tombé après il faisait le raccord dans l'eau, mais je devais tomber sur la plage, et je voyais pas, entre le sable et l'hélicoptère, je suis tombé de 6 mètres. Waouh. Je peux vous dire que j'ai pas bougé, rien, je me suis recroquevillé sur moi. Je me suis même pas cassé le nez, ni rien du tout. J'ai pas fait 2 fois. Et des grandes stars du maquillage de films italiens, je me souviens pas de leur nom, mais il paraît que ils étaient des grandes stars, ils avaient dû tourner avec Fellini, avec je ne sais qui. Et moi j'avais demandé au réalisateur, je lui ai dit, j'aimerais bien, parce que j'étais en femme dans la première partie du film, c'est pour ça qu'il m'avait engagé. En fait, c'est parce que j'étais en femme dans la première partie du film, et après, je me déshabillais, je me battais dans une grotte avec le jeune premier, enfin, entre guillemets, parce que il n'est pas très jeune, et j'avais demandé de faire des essais. C'est moi qui avais demandé, c'est pas eux qui vont dire, c'est moi qui ai demandé de faire des essais de maquillage. On m'a dit non, les trucateurs, fantastico, ils sont des grands maquilleurs. Professionnels. C'est comme vous voulez. Et le premier jour, on me maquille, et je voyais ma barbe. J'avais une perruque, j'étais en femme. Je voyais ma barbe à travers. C'est-à-dire que je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien pour incarner ce personnage. Je savais pas que je vois ma barbe à travers. Et le trucateur qui me dit oui, non, mais vous ne connaissez rien. C'est le cinéma, c'est non le théâtre, c'est le cinéma. Mais je ne suis pas Catherine Deneuve. Il faut quand même mettre du produit un peu plus. Ce qui fait que j'ai rien dit. Après, on a tourné et on a été obligé de recommencer les 2 premiers jours à cause de ça, parce que c'était pas crédible. C'était pas crédible. Évidemment, j'étais fâché avec les maquilleurs, ils me donnaient juste les produits pour avoir les teintes pour la pellicule, et moi je me suis maquillé tout seul, et là on y croyait. C'était super. Vous avez une scène sur scène à nouveau, avec un casting français plutôt très chouette. Donc il y a Marielle, Rochefort, Carmer, à nouveau, Jane Birkin. Il y avait une très belle distribution et j'étais très fier d'être dans cette distribution. Je faisais un petit rôle. Je faisais un personnage du cabaret où après Marielle reprenait mes vêtements pour faire dans la suite de l'histoire. Et je disais, je sais plus, j'ai eu Baudelaire, Verlaine, enfin des beaux vers en travesti et tout. Mais oui, c'était bien d'être dans ce film. C'est un bon souvenir aussi. Oui, c'est un bon souvenir parce que ça m'a permis de rencontrer Jane Birkin, Marielle, il n'était pas trop. J'ai revu après plus tard dans Tous les matins du monde. Oui, d'accord, non.
Ouais. J'ai revu après, mais on n'était pas copains. Mais enfin, Jane Birkin, on n'était pas, moi je la connaissais pas très bien quand même, mais on s'est rencontrés plein de fois, et elle m'aimait beaucoup, et je l'aimais beaucoup aussi. Puis il y avait Carmé, il me semble qu'il y avait Carmé là-dedans. Enfin, Oui, c'est ça, oui. Carmet, vous l'avez vu. Carmé, je l'ai revu après, dans différentes occasions. Il y a une parenthèse allemande, peut-être rapide, avec Rainer, que je prononce bien son nom, excusez-moi, Werner Fassbinder. Alors, Fassbinder, c'est toute une histoire. L'ombre des anges. Parce que L'ombre des anges, lui, c'est un très joli film. Alors, L'ombre des anges, c'est très compliqué. Ça prend du temps à raconter, hein, ça. Parce que L'ombre des anges, avec Ingrid Caven, Peter Châtel, Fassbinder, qui avait écrit une pièce qui était un peu une espèce de pièce un peu comme était sur la trame comme le Juif Sus, qui était un film de propagande nazie. Mais évidemment, il n'a pas écrit une pièce de propagande nazie, mais le second degré, ils connaissent pas forcément en Allemagne, et la pièce était interdite en Allemagne. Fassbinder, peut-être une ou deux fois, mais pas vraiment, s'il était quand même très en recul de tout, venait nous voir à la Grande Eugène. C'était nos clients à la Grande Eugène, ils venaient souvent, mais c'est devenu nos amis aussi. Parce qu'on se voyait après, rue Sainte-Anne, au 7, où on allait manger, et tout, voilà. Et en fait, je vous raconte l'anecdote? Avec plaisir. Alors, j'étais un soir, on allait dîner au 7, puis boire des coups dans la boîte, hein, de Fabrice Emmer, qui s'appelait le 7, hein, rue Sainte-Anne, 7 rue Sainte-Anne, c'est un endroit mythique quand même à l'époque. Je rencontre Daniel Schmitt là, et qui me raconte sa vie. Il me dit en ce moment, tu sais, je suis en train de préparer un film qui s'appelle L'ombre des anges, Tatender Angel, c'est tout ce que je sais en allemand, L'ombre des anges. Et moi je demande rien, hein, je pose pas de questions. Et les gens ils aiment bien me raconter, je les écoute. Ils me racontent, voilà. Et puis demain j'ai rendez-vous avec Pierral. Vous vous souvenez qui c'était Pierral? Non. Bon, non, alors là, c'est pas possible. Ça. Ah non, mais là, je serais plus... Pierral, c'était le nain vedette de l'époque. Ah, oui. Pierral, qui était dans plein de films, il a fait plein de films. C'était le Mimimati de l'époque. D'accord. Hein, mais vous irez voir dans Internet aussi. Oui. C'est une vedette, hein. Ah oui, c'est une vedette, Pierral. Ah oui, oui, oui. Okay. Et mon Daniel Schmitt me dit, je vois de Pierral demain, c'est le dernière personne sinon mon casting est complet. Donc je demande rien. Et puis moi, pour rigoler, je lui dis, si Pierral, mais c'était un nain, si Pierral te refuse, t'as qu'à me demander, hein. Moi qui suis, c'était une galéjade. Bon, voilà, et puis il se passe quelques jours, et puis mon Daniel Schmitt m'appelle un peu tôt, parce que on se couchait très tard à l'époque, et donc je réponds au téléphone, et il me dit, est-ce que tu veux faire le rôle de Pierral? Je lui dis, mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais c'est pas parce que Pierral m'a dit non, et ça lui était resté dans la tête que j'ai dit ça en rigolant, et alors je lui réponds, parce que il me plaisante, il me fait je lui dis, d'accord, mais alors on garde le même nom, tu m'appelles le nain. Et il s'appelait le nain dans le film. Et Pierral n'était pas libre, je pense. Donc, voilà. Et j'ai tourné pendant 2 mois à Vienne, en Autriche, en faisant ce rôle. Sauf que c'était super, hein. Mais sauf que le film a été très mal accueilli. Mais les gens n'avaient pas vu le film, mais ils l'ont carrément. Oui, c'était une offre. À Cannes, les gens n'avaient pas vu le film, on recevait des projectiles. On avait fait à la Fnac de l'époque. Rue de Rennes, on avait fait il y avait une genre de conférence de presse. Il y avait Maître Kiechmann, il y avait Daniel Schmitt, il y avait Fassbinder, il y avait après les gens du film. Et le truc, c'est qu'il y avait une confusion. Alors déjà, avec le Juif Sus, il n'y avait pas la distance de fait que c'est un film très poétique et un film qui dénonce le nazisme, en fait. Et il y avait une confusion avec mon nom, parce que je m'appelle Jean-Claude Dreyfus, et l'idée que je m'appelle le nain, et que mon personnage n'était pas forcément sympathique dans le film. Juste après, vous rencontrez un cinéaste important dans votre carrière, qui est Yves Boisset. Vous avez fait... Oui.
Vous avez fait plusieurs films avec lui. Yves Boisset il vient de partir il n'y a pas longtemps. Oui, il y a quelques mois, j'ai vu. Il nous a quitté. Oh, c'est tellement un homme qui était admirable, qui était avec une culture du cinéma, mais incroyable. Et puis d'une gentillesse, etc. Qui a fait des films superbes. Il y a Allons enfants, dans lequel vous jouez. Alors, je raconte parce que je rencontrais Yves Boisset dans des soirées normales, pas des soirées coquines, hein, des soirées normales, dans des soirées un peu chic même, où j'étais invité et je rencontrais Yves Boisset, on se causait de temps en temps. Puis un jour, je me suis dit, c'est la seule fois où je l'ai fait. J'ai eu tort de ne pas le faire plus souvent, parce que c'est la seule fois où je l'ai fait. Un jour, je me suis mis devant Yves Boisset, donc je connaissais un peu déjà, et comme cinéaste et comme homme. Et je lui dis, tu sais, je suis comédien. Parce que dans sa tête, les gens restaient dans leur tête, à tous. Les gens, je me voyais encore au music hall, ou voilà. Et je lui dis, si je suis comédien, ce serait bien que s'il y a un rôle pour moi, que tu me fasses tourner un de ces jours. Eh ben voilà, j'ai bien fait de lui dire, parce qu'il m'a proposé de faire le Capitaine Marilla dans Allons enfants, qui était le premier film dans lequel j'ai tourné des Boisset, puis j'en ai fait 4 ou 5 après. Oui. Voilà. Justement, alors on peut pas parler de tout aujourd'hui malheureusement, mais le film d'Yves Boisset que je trouve magnifique, c'est Canicule, une chasse à l'homme, dans lequel vous interprétez un lieutenant du GIGN et vous poursuivez Marvin. J'aurais pu le faire aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup couru. Derrière Lee Marvin. Lee Marvin, et justement, donc il y a une star américaine en France. Comment ça s'est passé le tournage? Parce qu'il y a encore Jean Carmet, il y a Miu Miu. Mais il y avait encore une distribution incroyable. Ouais. Il y avait Miu Miu, il y avait Victor Lanoux. Qui? Victor Lanoux. Oui, bien sûr, il y avait Victor Lanoux. Ouais, il y avait un très très beau casting. Et puis il y avait le petit David Bennett. D'accord. Qui était aussi dans le film. Non, il y avait une très bonne ambiance dans ce film. Philippe Boisset était un réalisateur extrêmement agréable. Vous avez travaillé aussi avec un autre cinéaste culte, Werner Herzog, sur le film Fitzcarraldo. Ah oui, on l'a encore, oui, c'est une histoire. Et donc, il y a plein de légendes par rapport au tournage, à la folie de Klaus Kinski. Alors, je ne sais pas si vous avez été témoin de cette folie sur le tournage ou vous étiez un peu en retrait. On ne s'entendait pas du tout avec eux. Moi, je me suis pas du tout... Oui, il ne s'entendait pas avec moi ou je ne me suis pas entendu avec lui. Mais j'avais rencontré déjà Kinski dans un dîner qu'avait fait Anne Delbé, avec qui avait mis en scène l'échange. Elle avait fait un dîner et elle voulait qu'il joue King, on dit, ou King, je sais plus, au théâtre de la ville. Mais il demandait des sommes folles, il était démesuré. Là. Bon, et déjà j'avais vu cet homme, il m'avait pas emballé. Enfin bon. Mais moi, c'est une histoire un peu complexe à raconter aussi, parce que c'est long, tout est long dans les histoires. Alain Herzog, qui faisait la production, ils m'ont appelé pour faire le rôle que j'ai fait, mais ils m'ont demandé de venir à Venise pour voir le chanteur qui chantait Hernani, qui chantait le rôle qui aurait dû faire le rôle de Caruso. Et alors, ils m'ont caché, je suis venu à Venise, pour essayer un costume d'abord, et puis pour regarder par un hublot le chanteur et sa femme faire l'enregistrement, parce que Herzog voulait l'enregistrement d'Hernani avec ce chanteur d'opéra qui était sûrement très cher. Alors bon, il voulait que je regarde par le hublot pour voir le playback. Mais moi, j'ai vécu pendant des années à la Grande Gêne à faire du playback. Alors, je savais ce que c'était que le playback, quand même. Donc, j'ai regardé, etc. Et puis, une fois qu'il a vu son enregistrement, il y a eu un petit cocktail où il m'a présenté au chanteur d'opéra en disant « Bonjour, voilà, c'est Monsieur Dreyfus, il va faire Sarah Bernard. » Ah, il y a eu un truc qui s'est bloqué chez lui. Et deuxième chose que Herzog dit à ce chanteur, et votre femme
Parce que son idée était belle. Comme Sarah Bernard ne chantait pas. Donc son idée d'Herzog, c'était que il y avait une chanteuse, ça aurait dû être sa femme, à ce chanteur d'opéra, aurait été dans la fosse d'orchestre, et moi, j'aurais fait le playback sur cette chanteuse qu'on aurait vue chanter. Et ça, il n'a pas digéré non plus. On avait dit le contrat et tout. Et tout d'un coup, je ne partais plus en Amazonie. Parce que c'était compliqué. Et puis il s'est passé 15 jours, et finalement Herzog a réussi à avoir l'enregistrement sans prendre ce monsieur et cette dame, et j'ai réapparu, donc j'avais essayé le costume, et je suis parti 2 mois à Manaus. 2 mois. Parce que des fois on ne tournait pas, parce que M. Kinski ne voulait pas tourner. Des fois on a resté 1 semaine sans tourner, parce que Kinski ne voulait pas tourner, il faisait chier tout le monde. Et puis voilà, donc mais c'était 2 mois, enfin, c'était magnifique. Tout ce qui était sur scène était mis en scène, pas par Herzog, mais par le baron Poupy. Vous savez qui c'était, le baron? Pas du tout. Non. C'était Werner Schroeter. Werner Schroeter, ça vous dit rien non plus? Ah, malheureusement, non. Alors Werner Schroeter, c'était un cinéaste un peu comme Daniel Schmitt. Je ne sais pas s'il était suisse ou suisse-allemand ou allemand, vraiment. Werner Schroeter, il a fait quelques films. Et c'est lui qui a mis en scène dans le film d'Herzog toute la partie scénique où je suis en Sarah Bernard. D'accord. Et puis après, il a fallu se retourner. On a fait ça sur scène, et puis après, il a fallu se retourner pour être dans la salle avec tout le monde, une salle pleine, et en haut, au balcon, il y avait le gouverneur. Et c'était le vrai gouverneur de Manaus qui était là. Sauf que le gouverneur, on lui a pas dit que c'était un monsieur qui jouait Sarah Bernard. Mais il fallait le cacher aussi, parce que c'est un pays un peu compliqué quand même. On a beau avoir récupéré les travestis brésiliens, là-bas c'est pas tellement recommandé tout ça. Donc il a fallu cacher ça aussi pour que j'ai pas de problème. Alors c'était pas complètement évident parce que vous l'avez vu le film? Oui. C'est une très belle Sarah Bernard, mais bon, on voyait quand même que c'était un homme qui était dessous. Bien sûr, oui. Voilà, j'ai passé 2 mois et j'ai attrapé des amibes. J'ai mis 2 ans à m'en débarrasser. En plus, je les ai vus arriver, moi. Ils revenaient tous du Pérou. Et avec des mines décavées où il y a eu des vols de matériel, des morts, etc. Ça a été un film catastrophe, un petit peu, dans les coulisses. Bon, là, ils sont arrivés à Manaus, ça s'est bien passé. Et puis, il y a eu des choses un peu bizarres. Vous retournez avec Yves Boisset en 89. Alors vous allez voir la transition, elle est un peu subtile ou pas d'ailleurs, pour Radio Corbeau, où vous jouez un boucher, et après vous rencontrez Jean-Pierre Jeunet pour Délicatesse. C'était mon premier boucher, et puis mon deuxième, c'était avec Jeunet Caro. Alors oui, exactement, c'est très bien que vous précisiez Caro, parce que souvent on parle de Jean-Pierre Jeunet, mais... Non, moi j'oublie pas Jeunet et Caro, c'était La Cité des Enfants Perdus et Délicatessen, c'est Jeunet et Caro. Après, ils se sont séparés, et Caro a fait un film qui a peut-être pas vraiment bien marché, mais dans lequel je n'étais pas, et Jeunet a fait tout ce qu'on sait, qui a plus ou moins marché toujours, mais c'était Jeunet tout seul. Mon rêve aurait été, avant de mourir, d'arriver à les réunir à nouveau. C'est quoi, alors, 35 ans après, comme souvenir, c'est... De toute façon, c'est un souvenir mémorable. Je veux dire, il y avait un souvenir d'une équipe formidable. C'est une équipe formidable, ce qui n'était pas tout à fait la même chose dans La Cité des Enfants Perdus, parce que c'était quelques 4-5 ans après, et c'était beaucoup plus lourd. Les lieux étaient beaucoup plus derrière l'église de Pantin, dans un même lieu, tout le film était là, on était sur place tout le temps. Donc c'était une super équipe. Et puis c'était aussi la production, c'était Claudie Ossard, qui était une femme formidable. Elle est toujours là, c'est une amie, je suis toujours proche d'elle, on est devenus très amis. Et c'était Claudie Ossard qui était, j'ai jamais vu quelqu'un
avec une main de fer, vraiment pour produire, parce que c'est pas évident. Une femme admirable, jolie, magnifique, toujours avec le sourire et tout. Et c'était... c'était une... Moi, j'allais, même des jours où je tournais pas, j'allais parfois déjeuner avec tous les camarades. Il y avait une ambiance formidable. Le film, on a ouvert le Festival de Cannes. Oui, oui. En compétition, ce qui était une erreur. Il aurait fallu l'ouvrir hors compétition. Et cette année-là, c'était, paix à son âme, c'était Jeanne Moreau qui était la présidente. C'était l'année, vous savez, où on était au premier rang, nous. Au premier rang dans la salle. C'est l'année où Vanessa Paradis a été chantée au bord de la Seine avec Jeanne Moreau. Oui. C'est la mémoire qui flotte. Ouais. Ouais, ou Julie Jim, c'était dans Julie, oui. Et ça, c'était très joli et très émouvant. Sauf que Jeanne Moreau était présidente du Festival de Cannes et elle a dit devant tout le monde, j'étais là, qu'elle n'avait rien compris à ce film. Ça l'avait pas du tout intéressé. Ce qui était une erreur totale, parce que quand on est présidente d'un festival comme Cannes, c'est quand même l'année où il y a eu la Palme d'Or, c'était La Haine. Oui. Il y a eu le film de Xavier Bourgois sur le sida, et il y avait le film sur la Bosnie de... Kusturica, non, pas Kusturica, non. Oui, exactement. Voilà. Emir Kusturica. Donc, je pense qu'on aurait pu donner un quatrième, au moins, prix de la mise en scène, prix de, je sais pas quoi, un prix de quelque chose à ce film, parce que c'est quand même un film français qui, quand il y a les trois premiers pieds étaient plutôt dans le social, et que là il y avait je ne sais pas combien dans la Cité des Enfants Perdus de gens qui avaient travaillé, d'acteurs, de techniciens qui avaient travaillé, et elle a abîmé ce film. Le film est sorti le premier jour du festival. Il est reparti au bout de 8 jours ou 15 jours, je ne sais plus, mais il n'est pas resté. Alors maintenant, les gens ont commencé à revoir depuis des années ce film en DVD. Et puis il a eu une ressortie à un moment. Mais je pense que Jeanne Moreau ne lui a pas fait du bien au film. Parce que La Cité des Enfants Perdus, c'est 13 millions ou 17 millions d'euros, j'ai vérifié avant notre interview, et un décor impressionnant. J'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est un très beau film, mais qui était beaucoup plus cher, et puis on sentait déjà peut-être une tension entre Jeunet et Caro sur le plan les Caro étaient beaucoup plus sur le visuel, et Jeunet sur la technique, et puis la direction d'acteur, surtout avec les enfants. Et il faisait ça très bien. Mais il y avait une tension qui était due à l'argent, évidemment. C'est énorme comme film. Les décors, tout était énorme. C'était magnifique, mais c'était énorme. Et Caro voulait, par exemple, que la mer soit d'une couleur, mais c'est la couleur qu'il voulait, qui était un vert un peu vaseux, un peu... Enfin, c'était très beau. Bien. Alors par contre, est-ce que vous vous êtes senti plus à l'aise? Alors moi j'adore ce film de jeunesse, c'est Un long dimanche de fiançailles, je le trouve très beau. Et je voulais savoir, on a l'impression que quand on voit vos scènes, entre autres avec Marion Cotillard, vous prenez vraiment du plaisir à jouer votre rôle, c'est un général. Mais je sais comment vous avez senti ce tournage, Franck? Il y avait aussi une distribution magnifique dans ce film. Tout à fait. D'acteur qu'avait choisi Jean-Pierre Jeunet. Et quand j'ai lu Jean-Pierre Jeunet m'a donné le scénario. Bon, j'ai bien aimé le film évidemment, mais mon rôle était insignifiant dans l'écriture. Il n'y avait pas grand-chose à part que c'était un personnage charnière. Comme je dis, parfois, j'aime pas l'idée du second rôle, parce qu'il n'y a pas de second rôle, il y a des rôles. Et c'est un personnage charnière, effectivement charnière, là, parce qu'au moment où il mettait les noms des 5 soldats, ça basculait complètement dans le film, évidemment. Et ce personnage n'était pas décrit. Vraiment, on ne savait pas si c'était un filou, un fou, s'il était malsain, etc. Donc, j'ai réussi, je crois, à faire un personnage qui est dans l'ambiguïté, dans
on ne savait pas pourquoi, les raisons profondes pour lesquelles, si c'était absurde, ça aurait été absurde. Et dans les 3 petites scènes que j'avais, c'est vrai que je me suis amusé à créer ce personnage un peu débile quand même. Un film magnifique. Un film magnifique. Un film magnifique. Et vous n'avez pas retourné avec Jeunet après, ou je dis... Je crois pas, non, j'ai pas retourné après avec l'Empire de Néant. Il voulait que je fasse un passage dans Amélie Poulain, oui, dans le bistrot, mais juste pour dire que j'y étais. Et puis ça me faisait chier de pas avoir de rôle, un vrai rôle, c'est juste pour faire la figuration. J'aurais dû le faire si j'avais été gentil. Mais des fois, on n'a pas envie d'être gentil. Je voulais parler avec vous de votre carrière américaine. Il y a un film, que vous mettez en avant et il n'a pas fallu vous embêter trop longtemps. C'est le film D'Artagnan en 2001 de Peter Iams. Ah oui. De qui? Comment il s'appelait? Peter Iams. C'est ça, voilà. Mais j'ai vu une fois, il m'a dit bonjour en tournant la tête. Alors déjà, ça m'avait pas beaucoup plu. Oui, ben non, on a eu beaucoup de mal. Les producteurs, je les avais déjà rencontrés une première fois pour un film qui s'appelait Simon Says. Oui. Je vois. Dennis Rodman. Oui, avec, il y avait Philippe dedans. Oui, Philippe Nikolic. Des To Be Three. Et bon, ça m'intéressait pas du tout, on ne s'est pas du tout entendu, ni sur les dates, ni sur l'argent. Et ça, voilà, ça s'est passé. Et puis je pense que c'était pas le plus grand film du monde. Et puis la rencontre avec eux m'a pas beaucoup plu. Et puis ils sont récidivés, ils sont revenus pour me faire un rôle dans D'Artagnan. Alors ça a été très compliqué. Il y a plein d'histoires drôles autour, hein, mais bon, on n'aura pas le temps de tout raconter. Ça a été très compliqué. Parce que moi, je jouais le Malade imaginaire à l'époque, et j'étais en tournée. Donc, j'avais des dates de tournée dans des théâtres. Donc, il fallait trouver des dates pour que je tourne au Luxembourg. Au Luxembourg, ça tournait à blanchissement d'argent, vraisemblablement. Et, bah oui, ça sentait ça un peu, quand même. Et puis, j'arrive, donc, le premier jour pour tourner. On me dit, on ne tourne pas aujourd'hui. Alors, on me met en stand-by dans ma chambre. On me met en stand-by dans ma chambre, et on m'appelle 2 fois, 3 fois. J'envoie premier en me disant qu'on ne tourne pas aujourd'hui. Mais moi, je devais repartir le lendemain. Je tourne le jour où c'était prévu. Donc, je ne sais pas quelle raison, on ne tournait pas, il y avait quelqu'un de malade, je ne sais pas quoi. Je lui dis, ben oui, mais moi, je ne tourne pas, je ne peux pas. Et je décide de partir. Je prends mon billet. J'avais le billet de retour. Je descends, je connaissais bien l'hôtel parce que j'étais venu jouer 2-3 fois au Luxembourg, mais j'étais dans le même hôtel, donc les gens étaient charmants. Je lui dis, vous me demandez, regardez mon billet, et puis demandez-moi un taxi, je repars. Hein. J'en ai marre, c'était insupportable, il n'était pas agréable du tout. Et à l'hôtel, il me dit, oui, mais monsieur Dreyfus, votre billet, il est pendant 3 jours. Alors là, ça m'a rendu fou. Je lui ai dit, vous me demandez-moi un billet maintenant, vous me le changez, etc. Et je suis parti. Et sinon, il y a une autre personnalité du cinéma américain avec qui ça s'est pas fait, il paraît, c'est Ridley Scott. Vous dites... Oui, ça s'est pas fait parce que vous savez tout, là, vous connaissez plein de trucs. Ah bah écoutez, on travaille un peu. Hein. Non, je sais pas qui me l'a dit ça, parce que ça a pas été non plus... Non, simplement la personne du casting, je sais même plus comment elle s'appelle, elle m'appelle, moi j'étais chez moi, où je suis là aujourd'hui, dans l'Aude, dans mon petit village de Ventenac, et la casting m'appelle en me disant Ridley, il faudrait que tu viennes rencontrer Ridley Scott dans le Luberon, à savoir que moi je suis dans le Minervois, et que ici on dit le Minervois c'est pour les rois. Et le Luberon, c'est pour les cons. Bon, c'est une très belle région quand même. Hein. Donc, et il était dans une propriété. Sûrement, il voulait faire un film sur le Pinard, dans le Luberon. Donc, et je dis à la casting, moi j'étais en train de répéter, je ne sais plus quoi, mais un spectacle. J'avais une équipe, on répétait ici chez moi. Et je dis à la dame du casting, bah écoutez, non, je peux pas me déplacer parce que on est en train de répéter, on commence dans très peu de temps.
Oui, mais tu sais de qui je parle quand même, Jean-Claude. Ben oui, j'ai compris, c'est Ridley Scott. Ben oui, c'est tout ce que ça te fait. Ben non, je sais qui c'est, je sais, c'est un grand cinéaste, mais je ne peux pas bouger. Donc, ce que je propose, on fait chacun la moitié du chemin, ou alors je l'invite, qu'il vienne à la maison, je l'invite à bouffer et à boire des très bons vins. Et j'aurais invité, je me dis, mais tu te rends compte quand même de ce que tu me dis. Je dis, ben, je me rends compte, oui, que on fait chacun la moitié du... on est des gens normaux, quoi. Je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au Luberon, perdre une journée, je peux pas. Donc j'ai pas fait le film. Et je me permets de faire une parenthèse avec un autre film américain que vous avez tourné en 95-96, qui est Pinocchio. Ah oui, Pinocchio, oui. Vous voulez en parler un petit peu ou ça... Oh, bah, je peux, oui. Avec Martin Landau, entre autres. Avec Martin Landau, magnifique Martin Landau. Mais en fait, c'était compliqué ce film parce que il y avait, je sais pas, 6 ou 7 assistants. C'était tourné en vidéo, hein. Alors, l'intérêt du film, je pense, c'était qu'il y avait un mélange entre les comédiens, la poupée, le Pinocchio qui était une machine, je crois qu'on appelle ça, et puis il y avait un peu de dessin animé, un mélange entre 3 techniques. Ça, c'était plutôt intéressant. Mais quand j'ai tourné là-bas, les Américains, quand tu tournes avec Jeunet et Caro ou avec des réalisateurs français, et c'est extrêmement bien préparé. Là, j'ai passé des heures pour savoir où ils mettaient la caméra. C'était un peu le bordel, on va dire. C'était un peu le bordel. Hein. Okay. Ouais. Et je crois que ça a fait un joli film quand même. Steve Barron, c'était le réalisateur. Je crois que je ne l'ai vu qu'une fois. Pendant le tournage, on a tourné à Prague, non? À Prague, exactement. Et je l'ai revu après pour aller tourner à Londres, enfin pour aller resynchroniser en anglais et en français à Londres. Mais sinon, je l'ai presque jamais vu. Il était dans sa cabane. Alors, je sais que vous aimez beaucoup l'histoire, parce que vous avez interprété aussi, vous avez joué dans un rôle dans le film Pétain, entre autres. Ah oui, ça c'était avec Marbeuf. Ouais, l'anglais, vous avez joué aussi dans un film, c'est Jean de La Fontaine aussi, vous avez joué Monsieur... Avec Daniel Vigne, absolument. Ouais. Et alors là, la transition, c'est parler d'Éric Rohmer, avec un film que vous tournez en 2000, je pense, et c'est sorti en 2001, où c'est L'Anglaise et le Duc. Je sais, Pierre, depuis hier, que ce film va ressortir. Hein. C'est vrai. Donc remasterisé. Génial. Et il va ressortir peut-être pas dans 50 000 salles, mais dans quelques salles à Paris. Et là, j'essaie comme je suis fait hier, de le faire venir ici à Narbonne aussi, au moins pour une projection ou quelques projections. Oui. Il va retentir, je suis très content parce que c'est un film magnifique. On a fait presque 100 000 entrées. Ce qui est, pour Rohmer, en général, il fait la moitié. Puis c'est un film, les films de Rohmer, ils font le tour du monde, de toute façon, mais dans les cinémathèques, dans les clubs, c'est pas non plus là. Mais ça a été très vu. J'étais très heureux, mais je crois que c'était la Gaumont qui s'en occupait. Et ils n'ont jamais cru, même à Venise. On a été à Venise avec le film, et déjà, on sentait qu'ils n'y croyaient pas. Mais c'était un super film. Un super film. Qui a très bien marché. Moi, j'étais heureux, je voyais la queue dans les cinémas, et tout, c'était bien, et tout. Et ils ont supprimé le film pour mettre des conneries après. Voilà. Françoise Etchegaray a été son assistante pendant 25 ou 30 ans. Et elle nous a fait travailler nos scènes avec l'anglaise, qui parlait français, mais bon, il fallait. Donc, j'ai jamais su aussi bien mon texte. On a vraiment travaillé bien ensemble, et j'avais décidé dans mon rôle, qui est un texte 17e, j'avais eu ça avec Claudel. Claudel n'aimait pas les liaisons. Il n'aimait pas les liaisons, donc dans les textes de Claudel, on élidait les liaisons.
Et je me suis dit, voilà, pour un texte 17e, ça va être bien peut-être de supprimer les liaisons, ça va donner moderniser un petit peu le personnage. Et Françoise Etchegara, il me dit, non, fais des liaisons, parce que papa derrière, il va te dire, les liaisons. Et le premier jour de tournage, il y avait eu une scène, et lui était dans sa cabane, et Françoise était là derrière la caméra, et j'entends « Les liaisons ! Les liaisons !» Je t'avais dit. J'ai refait un travail. Il avait raison. Pour redonner du style à ce texte. Mais quand même, j'en ai élidé quelques-unes qui n'étaient pas utiles. Alors, j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de la Maison Romer. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ils ont un compte Instagram où ils mettent en avant justement le travail d'Éric Romer, qui est formidable. Ah ben oui, la Tulle. Oui, c'est ça. Bien sûr, oui. Ils font des choses formidables. Moi, je leur fais des vidéos comme on fait en ce moment, aussi parce que des fois, je suis trop fatigué pour aller à Tulle. Mais je leur fais des vidéos pour dire un petit mot quand il y a une projection ou quelque chose, absolument. Et donc, ce film, L'Anglaise et le Duc, aussi est particulier techniquement parce que c'est un film qui a été travaillé avec des incrustations numériques, je crois. Absolument. Et alors, je trouve qu'on a beaucoup trop parlé des incrustations, parce que les incrustations, c'est uniquement pour tous les extérieurs. Oui. C'était des petits tableaux grands comme ça, qui ont été incrustés, et nous, on jouait. Le seul moment où j'étais sur un fond vert, c'était comme un calèche arrivait dans mon arrivée. Un calèche arrivé dans le studio, sur un fond vert. Vous avez travaillé avec un cinéaste que j'adore, qui est très généreux et qui est un puits de science, qui est Jean-Jacques Hano dans Deux Frères aussi. Oh, bah oui, Jean-Jacques Hano. Alors là, c'est une aventure de 6 mois. Oui, au Cambodge. Non, au Thaïlande, pardon. Cambodge et Thaïlande. Alors, on a surtout été au Cambodge, et puis 3 semaines en Thaïlande. Donc on vous y retrouve. Alors je crois qu'à l'époque, c'était Christian Clavier qui devait jouer le rôle dans l'ambassadeur avant. Alors, c'était très drôle. C'était très drôle parce que moi, j'étais en train de tourner un film qui s'appelait L'Oblérita. Oui. Avec Christian Clavier. Et on avait dealé déjà mon contrat avec Jean-Jacques Hano. À savoir que Jean-Jacques Hano, je l'ai connu il y a des années, dans une pub que j'avais fait avec lui pour les biscuits Belin. D'accord. Et je faisais une cantatrice. J'avais une perruque bleue, j'étais en Triogolini. On avait fait ça à Mogador et on s'était bien entendu. Et après, il m'a proposé de participer à son film la guerre du feu. Oui. Et puis j'ai dit non. Parce que je me voyais pas à moitié à 4 pattes, 3 heures de maquillage pour faire une meute, c'est pas le rôle de l'américain là. Ron Perlman. De Ron Perlman qui était dans La Cité des Enfants Perdus aussi. Donc je lui ai dit non. Et puis un jour, je croise dans une projection et il me dit ah ça y est, ça revient. C'est maintenant. On va travailler ensemble, peut-être. C'était pour le rôle Donc ça a été dealé, on avait dealé les dates, l'argent et tout. Et moi je tournais à ce moment-là le film par le frère, le réalisateur était Stéphane Clavier, le frère de Christian Clavier. Et Christian Clavier, pendant le tournage, me parlait de temps en temps pendant les moments d'attente. Et puis un jour il me dit... je pars bientôt au Cambodge. Encore un coup, je demande rien, moi. Je pars bientôt au Cambodge pour tourner un film avec Jean-Jacques Hano. Tac, ça tourne dans ma tête. Je me dis, oh là, c'est quoi cette histoire? Je dis rien, Je ne dis rien. Et j'appelle l'agent tout de suite, le soir, il me dit, oh mon chéri, ne dis rien, surtout n'en parle pas, laisse faire. C'était pour mon rôle. Parce que mon agent à l'époque c'était Joël Bonnet, qui n'est plus là malheureusement, que j'aimais beaucoup, et son frère qui n'est plus là non plus, Guy Bonnet, était l'agent de Christian Clavier. Et il venait de tourner Napoléon. Donc il a travaillé pour imposer Christian Clavier dans le film d'Hano. Et puis, donc, je n'avais pas très bonne, quoi. J'avais un peu mauvaise, quand même. Et puis, il s'est révélé que quelque part, on a tourné pas mal de temps à Nice, dans l'Oblérita,
Et il a eu le temps de me dire qu'il allait partir au Cambodge, et puis il a eu le temps de me dire non, finalement, je pars pas au Cambodge. Je pars plus au Cambodge. Oui. Il a donné une super ambiance, c'était super. Dans les années 2010, il y a une famille de réalisateurs avec qui vous travaillez, comme Jean-Pierre Mocky, entre autres, vous avez déjà travaillé avant. J'ai fait 3 films avec Jean-Pierre Mocky. Jacques Richard aussi, je me permettrai, et Jean-François Davy aussi. Est-ce qu'on pourrait les mettre dans la même famille de cinéastes un peu, ou je me trompe totalement? Non, c'est pas là. Oui. Alors on peut dire que c'est la même famille parce qu'ils sont fauchés et que ils sont fauchés et ils font leurs films eux-mêmes sans subvention et ils se débrouillent pour trouver de l'argent, je sais pas où. Oui, c'est une famille. Dans ce sens-là, c'est la même famille. Par rapport à Jean-Pierre Mocky, alors vous avez tourné 3 films. J'ai fait Le Bénévole. Non, j'ai fait d'abord Bonsoir, Le Deal. Bonsoir avec Stéro. Ouais. Ah oui, qui est un très joli film de Mocky. Bonsoir. Le Bénévole, qui est très joli et un très beau film aussi, avec une très belle lumière. Et c'était encore son chef opérateur habituel qui était là. Après, il s'est définitivement fâché avec lui. Et dans Le Deal, c'était un jeune cadreur, chef opérateur, qui est très bien, mais qui n'avait pas le talent de Richard, qui était avant, et qui suivait Mocky depuis des années. Et Le Deal, je trouvais dommage. Enfin, je pense que Mocky, il était comme un jeune homme. Jacques Richard, ouais. C'est autre chose. C'est aussi un poète, mais un poète. Il a fait. J'en ai fait 2 avec lui. C'est aussi, on ne gagne pas d'argent avec ça. Il y a sélection officielle et L'Orpheline avec. En plus, c'est un très beau film, très joli film. Ouais. Mais c'est fait un peu avec pas grand-chose. Hein. Oui, c'est ça. Le film est d'autant plus réussi qu'il s'est fait avec pas grand-chose. Il y a du talent derrière. La fille est magnifique. L'actrice qui est... C'est Noémie Merlan, je crois. Noémie Merlan. Alors, curieusement, c'est bizarre, quand même. Quand Noémie Merlan a fait une carrière depuis... Mais c'était son premier film. Jean-François Davy qui nous a quittés. Il est mort il n'y a pas longtemps, je l'aimais. C'était un poète qui était considéré, mal considéré en fait, parce qu'il a fait des films, il a gagné beaucoup d'argent à l'époque sur les films érotiques qu'il faisait, il a à la chaîne et tout, il a gagné beaucoup de fric. Mais c'est un poète, vous avez fait Vive la crise avec lui. Hein. Pardon ? Vous avez joué dans Vive la crise. Oui, Vive la crise. Ouais. Vive la crise, qui est un très joli film. Et ça m'a fait de la peine quand il est parti, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était absolument passionnant aussi. Par rapport à votre filmographie, est-ce qu'il y a un film dont on vous parle jamais, mais que vous aimeriez que les gens voient absolument? Oui, L'Anglais et le Duc. L'Anglais et le Duc. Okay. L'Anglais et le Duc, il faut être un peu intello pour aller voir ça déjà. Peut-être, c'est ce que les gens se disent. Aller voir un film de Romer, c'est sélectif déjà. Et c'est pour ça que je suis content qu'ils le ressortent et que je vais essayer qu'ils viennent à Narbonne pour traîner des gens du coin ici à aller voir ce très beau film qu'ils n'ont pas vu, hein, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est un magnifique film. D'ailleurs, les 3 films de Romer en costume, des films d'époque, sont 3 films magnifiques. Est-ce que vous avez une méthode pour apprendre votre texte ou vous l'apprenez? C'est la chose la plus douloureuse que vous me parlez là. Oula, mince. C'est la chose la plus douloureuse pour moi d'apprendre le texte. Faut bien passer par là. Oui, il paraît. Alors, depuis des années, je prends un répétiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui tient le texte, qui l'a dans la main, et qui... je travaille avec quelqu'un où j'arrive à mémoriser avec quelqu'un avec qui je travaille le matin, parce que je suis plus en forme le matin, et ça marche mieux. Mais je travaille au théâtre ou pour les films avec un répétiteur en général. Et encore plus en anglais, ils appellent ça un coach. L'anglais, c'est plus compliqué parce que par exemple, les 2 frères, on l'a tourné en anglais.
Oui, et on avait donc quelqu'un, parce que là c'est un problème de rythme, parce que nous on prend des pauses entre les mots, que en anglais si on prend des pauses à des endroits pas possibles, les gens comprennent plus. Donc il fallait avoir quelqu'un qui nous... Alors je me débrouille en anglais, mais pour apprendre un texte en anglais, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui me coach, comme on dit. On peut dire le mot coach là. Sinon, je prends un répétiteur pour travailler au théâtre où c'est quand on a fait l'Anglais et le Duc avec François Sedjé-Garay, était notre répétiteur. Alors le répétiteur c'est très compliqué parce qu'il faut pas qu'il prenne ma place. Hein. Il faut pas qu'il me montre comment il faut jouer. Il faut qu'il soit humble, patient. Mais j'ai besoin d'une aide avec quelqu'un en face de moi. J'ai besoin d'avoir un spectateur qui souffre devant moi. Pas que ce soit lui qui souffre que moi. C'est bien vu. C'est bien dit. C'est bien dit. Est-ce qu'il y a un réalisateur avec qui vous n'avez pas travaillé encore, mais vous voudriez travailler? Oh, il y en a plein. Il y en a plein, mais il y en a quelques-uns qui sont plus là. J'aurais adoré, il en avait été question à un moment, tourner avec Chabrol, par exemple. Ah oui. Non, il y en a plein de réalisateurs français ou américains. Américain, pareil. Oui. Woody Allen, j'aurais adoré. Woody Allen, oui. Avec lui, mais ça n'arrivera jamais. Fellini, Pasolini, ils sont tous morts. Ils n'ont pas eu le temps de me connaître. Je m'assois sur une chaise dans mon jardin, je regarde le ciel, j'ai la sérénité tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je vois les nuages qui bougent et tout. Non, mais il y a peut-être un texte. J'ai joué un texte de Rictus. Est-ce que tu sais qui est Rictus? Non, j'ai vu sur votre page. Tu sais rien. Non, je sais rien. C'est catastrophique. Que tu ailles piocher dans Google ou Wikipédia. Rictus est un auteur du début du siècle et qui écrit avec une langue particulière. Et il a écrit il y a deux textes, deux livres qu'on trouve, Les soliloques du pauvre et Cœur populaire. Les soliloques du pauvre et Cœur populaire. Et j'ai fait un mixte entre des textes de l'un et de l'autre. Et j'ai fait ce spectacle avec un jeune comédien, on était deux, et c'est une langue particulière. Merde, voilà l'hiver et ses duretés, voilà le moment de plus se mettre à poil, et voilà ceux qui tiennent la queue de la poêle, dans le midi, on se carabatait. Tu vois le type de langage? C'est jouissif, c'est agréable. Oui, c'est pas qui me donne la sérénité, et ça m'amuse de te l'avoir dit. C'est un livre qui sort en début décembre, que je n'ai pas écrit, ce coup-ci c'est une jeune autrice, on dit ça maintenant, qui s'appelle Stéphanie Lassac Souliris, qui a écrit le livre sur mes je suis bavard, comme tu vois, voilà, qui s'appelle Mes 80 coups de balai. D'accord, oh, oui, je vois ce que... Oui. Là, je vais avoir 80 ans en février, et dans le livre, il y a des paragraphes qui racontent des choses de ma vie, et puis il y a des morceaux qui entrent en parenthèse, comme des chansons, qui racontent la même chose que le paragraphe, mais en chanson. Et il y en a 7 au cours du livre, je les ai enregistrés, et ça va sortir avec un album, et l'album s'appelle « Ça m'est égal ». Ça m'est égal, c'est tout moi, ça. Ça m'est égal. Et donc, dans le livre qui va sortir aux éditions Il est midi, mon premier bouquin que j'avais écrit, il est sorti au Cherche Midi. Et là, c'est une édition qui est à Castelnau-Larry, dans le coin. C'est une petite maison d'édition, mais ils sont absolument adorables. Chouette. Et ça s'appelle Il est midi, la maison d'édition. Et ça va sortir début décembre. Et il y aura un QR code sur la dernière page où on offre une des 7 chansons qui renvoie après aux plateformes si les gens veulent acheter l'album. Et il sortira en physique en février pour mon anniversaire, le 18 février, autour du 18 février. Et on va, après, le livre fait quand même 245 pages, donc on a fait un réduit de 1h15 où je vais le faire de temps en temps dans des endroits, en tout cas dans ma région, pour l'instant, avec 2 musiciens, avec Nicolas Hertzmann
et Mathieu Sélassiac qui vont m'accompagner dans cette lecture. Ah, par contre, plus de tournage de films, de courts-métrages à venir. Hein. Alors, je viens de tourner avec une jeune femme qui s'appelle Pascale Voisine. Je lui ai fait une petite journée comme ça, qui était très agréable. J'ai tourné aussi il n'y a pas longtemps. Alors ils sont venus. J'ai du mal à me déplacer. Je marche, hein. Je me déplace, mais les voyages ça me fatigue, franchement. Et ils voulaient que je vienne dans le nord de la France. Et ils sont venus ici pour tourner avec un garçon qui s'appelle Osvaldo Fubiani. Alors ça fait 4 ans qu'il, pas un rond, hein. Pas un rond. Mais il se débrouille. Ça fait 4 ans qu'il a commencé son long métrage. C'est un long métrage qui s'appelle 1980. C'est un film gore, un peu trash, où je vais être dedans. Je suis très content. Et j'espère, il va se battre, j'espère qu'il va arriver à le sortir. Ah ben... Et puis j'ai tourné un film avec un jeune réalisateur que j'aime beaucoup. J'en ai fait 4 ou 5 avec lui. Il s'appelle Olivier Arnold. Et j'ai tourné un film, il est venu le tourner ici aussi, et il est en train de le monter, je ne l'ai pas vu encore.